Bonjour tout le monde et bienvenue à Max et Bruno. Bruno, ça va bien? Très bien, toi? Très, très bien. On a une belle semaine. Très belle semaine. Le Canadien aussi a une belle semaine. Très, très belle semaine du Canadien. On va y revenir. N'oubliez pas, le show est diffusé en balado après l'émission, tout de suite ce soir. Et aussi, on est en web diffusion sur rds.ca où vous pouvez nous poser des questions parce qu'on aime dire que c'est un show très interactif. Donc, gênez-vous pas. Je pense qu'on devrait parler de Zdeno Chara qui a réussi à accomplir 1500 rencontres dans la Ligue nationale. Et chapeau aux partisans des Canadiens qui étaient à la rencontre. Oui, c'est encore frais à la mémoire de certains, l'incident Pacioretty-Chara il y a quelques années, tout près du banc du Canadien. Mais le fait de se lever, d'apprécier un défenseur, 1500e match pour lui, c'est le 6e défenseur de l'histoire de la Ligue à faire ça. Les 5 autres sont au temple de la renommée. Je pense en tout cas, moi, je suis d'avis que Zdeno Chara, ça prendra pas beaucoup de temps. Quand il va finir par décider de prendre sa retraite, qu'il va faire un saut au temple de la renommée. Un autre 500 matchs, parce qu'il est encore en forme, peut-être pour Zdeno à 42 ans, est encore capable. Donc, félicitations, Zdeno. Tu m'as tout montré. Merci beaucoup. Jeudi, les Canadiens ont perdu contre les Flyers de Philadelphie, 3-2, une rencontre où Carey Price a vraiment été excellent. Il était déçu, par exemple, à cause du but de Sean Couturier en prolongation. J'ai aimé voir ça, par exemple. J'ai aimé voir l'émotion de Carey Price après la rencontre. Ça l'a montré pour moi du caractère et du leadership. Il était déçu de lui, c'est un compétiteur. Puis je pense que ça c'est bon pour l'équipe. Oui, il a laissé passer la rondelle, c'est pas facile, mais de le voir aussi fâché que ça, j'ai aimé ça. Mais quand tu es un coéquipier, là, je pense que Carey Price a été chercher un point et non a perdu un point contre les Flyers. Et l'équipe a très bien rebondi. Ensuite de ça, contre les Kings de Los Angeles. Ça, c'est les 2 buts en avantage numérique de Shea Weber, son 100e et 101e en avantage numérique. C'est les meneurs parmi les défenseurs actifs présentement dans la Ligue nationale. Et dont le premier but assez spécial, un but comme au cricket, la rondelle dans les airs. Un deuxième, Roy de LA qui bloque le premier lancer. La rondelle est dans les airs. Tout le monde cherchait la rondelle, sauf Shea Weber, lui, savait elle était où. Ses talents de joueur de balle ou joueur de cricket, peu importe, ont payé. Je pensais pas que tu allais la sortir, celle-là. Non, mais moi, je l'aime. Parce qu'au Québec, c'est sûr qu'on est des fervents de cricket. Mais bon, tout un lancé, ça fait mal. Tu veux pas voir Shea Weber lancer de là, que ce soit le gardien de but. Il va blesser des joueurs défensifs et des gardiens de but. Tu peux juste te fermer les yeux et espérer que la rondelle te frappe. Et là, on voit le bloc. Ça fait mal. Ça, Bruno, tu l'as déjà fait. Ah oui, et je te garantis que quand tu es un défenseur droitier, en désavantage numérique, ça, tu sais que tu vas jouer en désavantage numérique et tu connais que les Ovechkin, les Stamkos ou les Weber, peu importe, tu le sais, sont placés où sur le patinoire, que tu vas devoir faire face à ce lancer-là et tenter de bloquer ce lancer-là. On voit Drew Doughty sur la séquence, sur le deuxième but de chez Weber. Drew Doughty, en vétéran, un petit peu se tasse puis il n'est pas vraiment dans la ligne de tir parce que c'est un lancer pesant, tu l'as dit, qui fait très mal. Mais autre, là, c'est 5 points sur 6 pour le Canadien. Toi, qu'est-ce qui te marque là, quand tu regardes les 3 matchs ensemble? Qu'est-ce qui ressort pour toi du travail du Canadien? Bien, pour moi, il y a le leadership de Claude Julien cette semaine. J'ai aimé ce qu'il a fait un petit peu en brouillant les cartes. On dirait que Claude, cette année, est décisif, incisif dans ses points de presse, où ce qui va peut-être parfois pointer un joueur pour réveiller les autres, pour réveiller le joueur en tant que tel aussi. Donc, il a puni Tatar après le match de Philadelphie à cause de 2 mauvaises punitions, un jeu un petit peu mou, des jeux, il perdait des batailles. Et Claude l'a pointé du doigt. Il l'a remis sur la 4e ligne. Et ça, pour moi, on appelle ça l'imputabilité pour le Canadien. En anglais, c'est accountability. C'est un mot qui est très important dans un vestiaire de joueurs de hockey. Parce que tu sais, c'est pas parce que tu es sur la première ligne et que tu es toujours là que tu as une mauvaise partie. Il va donner la chance à tout le monde de se prouver. Et comme ça, Claude, ça lui demande du respect. Ça lui montre que, regarde, tout le monde, il faut qu'il performe. Je m'en fous, t'es qui? Si tu fais pas les bonnes choses, si tu es indiscipliné, ben tu ne joueras pas. Et en même temps, ça donne des chances à d'autres joueurs de se faire valoir. Et au retour, on commence la conversation avec Pierre-Luc Dubois.
Alors, on est de retour à Max et Bruno. Et hier, Bruno, tu as eu la chance d'aller rencontrer Pierre-Luc Dubois à l'hôtel de l'équipe après leur pratique matinale, après leur arrivée. Et dis-moi, je le connais personnellement, Pierre-Luc, et je suis un grand fan de ce joueur de hockey-là et aussi de cette personne-là. Je l'ai rencontré cet été. Qu'est-ce que tu en as pensé hier? Très impressionné, vraiment engagé dans la conversation. Et pour un Québécois qui vient à Montréal, tu le sais, des fois, tu as ton horaire chargé, il y a des gens que tu veux voir. Mais Pierre-Luc a été extrêmement généreux de son temps. Il est arrivé, il a donné tout le temps qu'on avait besoin. On a eu une bonne conversation ensemble. Et j'ai été très impressionné aussi de sa maturité, parce qu'on oublie rapidement que c'est un jeune joueur dans la Ligue nationale. Mais non, ça a été une super belle conversation. Super, alors on roule ça. Bonjour, on est avec Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc, premièrement, merci de prendre le temps. Je sais que quand tu fais pas beaucoup de voyages au Québec, donc quand tu fais un voyage, de prendre quelques minutes avec nous, c'est apprécié. Je veux commencer, faire un retour sur ton parcours hockey, mais commencer avec ton niveau junior. Et là, si je veux te placer les pieds, tu es à ton repêchage junior, et là, c'est le Cap-Breton qui appelle ton nom. J'aimerais que tu es capable de revivre ces premières émotions que tu as eues? Oui, j'avais un peu une idée que j'allais peut-être aller là. Ma mère, elle savait pas que j'allais aller là. Fait que pour moi, c'était un peu un rêve. Quand tu es jeune, tu vas au repêchage junior. Ça fait partie du parcours de joueur national. Mais de voir ma mère, mon père aussi, qui lui travaillait pour l'Océanique dans ce temps-là, c'était quelque chose. Pour moi, c'est une journée incroyable. Pour ma famille aussi. Mais pour ma mère, c'était un peu difficile de me voir partir à 12-13 heures de chez nous. Tu peux pas aller bien plus loin que qu'au Cap-Breton. C'est quoi les souvenirs que tu as de ces années-là, de partir loin de la maison, dans un milieu qui est beaucoup anglophone? Ça a été comment pour toi? Pour moi, je pense que c'est une des meilleures affaires qui aurait pu m'arriver. Pas parce que je veux habiter loin de ma famille, mais juste pour grandir, pour vieillir un peu plus. Tu vois tes parents peut-être une fois ou 2 mois, tu les vois à Noël, des choses comme ça. Fait que faut que tu vieillisses. J'avais 16 ans, tu joues avec des gars de 18-19 ans. Mais j'ai des souvenirs incroyables, j'ai rencontré des personnes incroyables là-bas. Il y a un membre du staff de marketing qui vient au match de demain. Fait que je vais le voir après le match avec ses 2 enfants. Fait que c'est des souvenirs incroyables que j'ai du Cap-Breton. Tu t'es établi comme une force dans la Ligue junior majeure du Québec rapidement. Puis là, l'Armada de Blainville-Boisbriand avait une excellente équipe à ta dernière année junior. Puis là, ils font un échange pour aller te chercher, t'amener avec eux pour les séries. J'aimerais que tu me racontes comment tu as appris de cet échange-là et comment ça a été quoi l'expérience de changer d'équipe et de te rapprocher du foyer? Ouais, c'était un peu bizarre. Je savais que j'allais probablement me faire échanger du Cap-Breton. Puis là, un soir, j'écoutais, je me souviens plus qu'est-ce que... J'écoutais un match de Ligue nationale dans le sous-sol à ma pension avec les 2 gars avec qui j'habitais. Puis mon gérant m'a texté, il m'a dit « Je t'ai échangé. Si tu veux savoir, appelle-moi. Sinon, appelle-moi demain. » Là, je l'ai appelé aussitôt. Je voulais savoir immédiatement je m'en allais où. Il m'a dit c'était l'Armada. Pas longtemps après, j'ai eu un appel de Joël. Puis je m'en allais au camp des championnats, au camp pour le World Juniors. J'ai vu Joël là 2 jours plus tard, très excité. C'était vraiment quelque chose, ça s'est passé vraiment vite. Tout de suite après les World Juniors, je suis revenu au Cap-Breton, j'ai tout pacté mes affaires, puis je suis revenu à Blainville. Michel Bouchard, qui est entraîneur du Rocket de Laval ici, ça a été quoi ta première impression de lui comme entraîneur? Quelqu'un de très passionné. Comme je te dis, c'est une des premières fois que je l'ai rencontré, quand j'ai appris que je me suis fait échanger au championnat du monde. Il m'a donné un gros câlin. Au lieu de me serrer la main, il m'a donné un gros câlin. Fait que je savais immédiatement que c'était quelqu'un de très passionné. C'est quelqu'un qui est toujours là pour ses joueurs. Il veut parler à ses joueurs, il veut établir une relation avec ses joueurs. Au-delà de juste comment tu te sens sur la glace, il veut savoir comment tu te sens sur la glace, comment ta famille va, des choses comme ça. Je pense que pour un joueur, c'est quelque chose de très important. Je te ramène à ton repêchage de la Ligue nationale. Là, si on se retrouve là, quelques heures avant ton repêchage, est-ce que tu savais déjà ça allait être quoi le scénario? Est-ce que tu avais des attentes de cette journée-là? Un peu. C'est drôle parce que tu contrôles rien dans toute la journée. Tu fais juste te présenter là, tu attends que ton nom soit nommé. Fait c'est un peu bizarre, mais j'avais un feeling un peu que je m'en allais à Columbus. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'ils repêchaient un autre joueur que moi, 3e au total, mais chaque fois que je les rencontrais, ça allait super bien. J'avais toujours des rencontres, ils m'envoyaient des emails pour remplir des formulaires, des questionnaires, des choses comme ça. Fait que je me disais que c'était un peu bizarre qu'une équipe m'envoie ça, si c'est sûr qu'ils me repêchent pas. Fait que j'avais une petite idée. Ma mère voulait que j'aille aux États-Unis juste parce que
vraiment être américaine. Fait que pour elle, je me rapprochais de sa famille. Puis elle pouvait voir moi et sa famille en même temps. Mais c'était vraiment une journée excitante. C'est une surprise quand même parce que je savais pas que je m'en allais. Troisième, je l'ai su 1 minute avant qu'ils m'aient appelé mon nom. OK. Je fais un petit détour dans ton parcours hockey parce que là, tu viens d'être repêché par les Blue Jackets de Columbus. Tu t'en vas au camp de sélection et c'est John Tortorella l'entraîneur. Et les camps d'entraînement de John Tortorella sont légendaires à travers la Ligue, à travers les années, partout où il a été. Ça a été comment ton premier camp de sélection? Et tu as survécu, on voit bien que tu as survécu à ce camp-là, mais ça a été comment? Ah, c'est drôle parce que là, je peux en reparler après, mais je leur ai dit, comme l'année passée, j'en reviens pas. C'est sûr que vous deviez vous dire qu'est-ce qu'on a repêché. C'était tellement mauvais. Première journée, on fait la course, les tests sur glace. Deuxième journée, les tests sur glace. Après ça, tu fais 3 jours d'affilée de pratique, match, puis entraînement. 3 heures d'affilée pendant 3 jours. Puis après ça, tu joues une game. Le 4e jour, c'est la première game pré-saison. Puis la pratique du matin, on a fait 1 heure. Puis on a fait du patin pendant 20 minutes. Mon premier match, je n'étais pas capable d'avancer. Je me disais tout le long, je me disais c'est impossible, je peux rien faire, je me sens tellement pas bien, mais ça fait partie de l'apprentissage. Mon deuxième camp, j'étais plus prêt mentalement, physiquement aussi. Mais je savais que le camp allait être difficile, mais il n'y a rien que tu peux faire pour préparer pour ça. C'est quoi les gros ajustements quand tu compares le junior majeur à tomber au hockey professionnel hors glace? Ça a été quoi le plus gros ajustement pour toi? Je pense que c'est junior, c'est des gars de 16 à 20 ans qui sont toujours ensemble, tu vas à l'école ensemble, tu prends l'autobus. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont chez eux. C'est pas mal des gars qui sont en pension aussi. Tandis que tu arrives dans la Ligue nationale, moi j'avais 19 ans, moi je joue aux jeux vidéo. Je me réveille à midi, un day off. Je vais aller souper avec les gars au restaurant. Puis là, tu arrives, puis c'est des gars de 25 ans, il y en a qui ont des familles, il y en a qui ont des blondes. Il y en a que les jeux vidéo, ils veulent pas jouer à ça. C'est un mode de vie différent. Moi, je suis arrivé là, je suis encore un enfant. Puis t'as des adultes dans la chambre, t'as des adultes qui, au souper, ils veulent pas aller souper n'importe où. Ils veulent aller souper à, je sais pas moi, à un autre restaurant. Moi, je veux manger un grilled cheese pour souper, ça me dérange pas. Fait que c'est des ajustements comme ça que c'est un petit peu plus difficile. T'as-tu eu un moment, là, qu'on dit starstruck, un moment qui t'a frappé, que t'as fait face soit à une idole de jeunesse ou de vraiment essayer de réaliser l'ampleur de la situation que, wow, là, je suis rendu dans la Ligue nationale? Ouais, je pense pour moi, le plus gros, on a joué contre Sidney Crosby pré-saison, mais pendant un match comme ça, je me concentre juste sur jouer. Mais je pense que pour moi, c'est mon deuxième match, ma première saison, on a joué à Chicago. Puis à Chicago, pendant l'hymne national, au lieu de rester silencieux, tout le monde se lève, tout le monde crie. J'avais aucune idée que ça allait être comme ça, personne ne m'avait averti. Fait que pour moi, en plus, je pense que j'ai commencé cette game-là. Fait que pour moi, j'avais des frissons tout le long, j'en revenais pas. J'ai appelé mon père après la game, j'ai raconté. Fait que pour moi, je pense que c'était ça. C'est intimidant. Ouais. Mais surtout, personne ne m'avait averti non plus. Fait que je savais pas qu'est-ce qui se passait au début. Je savais pas trop ce qui se passait, mais après ça, ils m'ont dit que chaque match, c'est ça. Ouais, c'est une place, le fun à retourner après. Ouais, c'est ça. Maintenant que tu le sais, est-ce que tu avertis un jeune dans l'équipe ou tu le laisses là? Je le laisse savoir comme moi. Bonne chose. Là, tu es établi comme un gros morceau du noyau des Blue Jackets de Columbus. Vous avez eu une très belle saison l'année dernière. Vous avez fait des grosses acquisitions. Vous avez vécu les séries éliminatoires. Quand tu as vu les gros noms, Bobrovsky, Duchesne, Panarin, partir, quitter l'équipe, ça a été quoi, toi, ta première réaction à tout ça? Et sachant que ton rôle allait grandir avec l'équipe? Ouais, ben c'est... Pour les gars qui étaient là au début, comme Bobrovsky, Panarin, c'est quelque chose qu'on savait qui pouvait peut-être arriver. On pensait pas trop à ça pendant la saison. Après ça, on était allé chercher Duchesne, Zingle, Kincaid pour nous aider. Eux aussi, c'est un peu la même chose. On savait que ça se pouvait que ça arrive, mais on se concentrait juste sur gagner nos matchs. Mais là, l'été, quand l'été arrive, tu n'as pas à te concentrer sur des matchs. Là, c'est un peu plus bizarre, mais pour moi, ça a été des coéquipiers. Les 5, ça a été des coéquipiers incroyables. J'ai appris beaucoup de Panarin, comme j'ai dit. Bobrovsky, c'était un très bon coéquipier. Puis même des gars comme Duchesne, Zingle, qui étaient juste là pour quelques mois. J'ai beaucoup appris de eux. Fait eux, ils ont signé où ils pensaient qu'ils pouvaient être le plus heureux. Puis en tant que joueur, en tant que personne, en tant qu'humain, c'est ça que tu veux de des amis.
Fait que, il n'y a personne dans notre équipe qui était fâché. Ça a été quoi le plus gros ajustement de vivre seul? Tu as vécu la première année avec David. Après ça, de passer à trouver ton chez-toi, à vivre ça a été quoi l'ajustement? Honnêtement, probablement juste trouver quelque chose à faire. Parce que quand je suis chez David, sa femme est là, ses 2 enfants sont là. Je me réveille le matin, un day off, puis les enfants écoutent la TV, David cuisine. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Là, je me réveille une journée de congé, je suis tout seul, je me dis, bon, je pourrais rester dans mon lit toute la journée, rien faire, mais il faut quand même que je fasse quelque chose. Fait que c'est juste trouver des choses à faire. Les gars aussi, parce que sur les journées de congé, les gars se reposent. Moi, je suis quelqu'un que j'aime ça. J'aime pas être seul tant que ça. J'aime ça un peu, mais pas une journée complète. Faut que je socialise, faut que je parle à quelqu'un. Fait que c'est trouver quelqu'un bon qui veut aller souper, qui veut aller dîner, quelque chose comme ça. Ton père, Éric Dubois, assistant-entraîneur maintenant avec Manitoba dans la Ligue américaine. Il était comment comme père quand tu étais plus jeune? Est-ce qu'il était impliqué dans ton hockey ou c'est quelqu'un qui fait juste regarder dans les estrades? Pour moi, honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui pourraient penser qu'à cause que c'est un coach qui me pousserait ou c'est un père qui est très présent dans ton hockey. Mais moi, il regardait mes matchs. Si je voulais parler de hockey, si je voulais son opinion, il me la donnait. Si je demandais pas son opinion, il me la donnait pas. On parlait de quelque chose d'autre. Il m'a jamais poussé. C'est tout ce que j'ai fait, mon entraînement, ma décision de venir à Montréal quand j'avais 16 ans. C'est pas lui qui m'avait poussé. Il m'a dit que ça serait une bonne idée, mais c'est toi qui décides, c'est ta vie. Fait que pour moi, avoir un père comme ça qui m'a juste laissé jouer, qui m'a juste laissé avoir du fun, c'est très important. Une bonne chose. Il ajustait comme ressource au lieu de pousser. Mais quand tu es né, ton père, il jouait encore à ce moment-là. Il a joué 2 saisons, je crois, en Angleterre, ensuite en Allemagne. As-tu des souvenirs de ce séjour-là en Europe? Oui, je me souviens. Je me souviens de l'Allemagne. L'Angleterre, j'étais trop jeune, mais je me souviens de l'Allemagne. Quand c'est match à lui, je me souviens que le meilleur pointeur, il avait un casque en or. Je me souviens quand j'ai commencé à jouer en Allemagne. Je me souviens de ma première pratique. Le coach, il disait chaque joueur, je sais pas s'il y avait c'était planifié ou rien, mais chaque joueur, c'était cône ou bâton. Fait que t'avais un cône pour la pratique, c'est comme une chaise un peu pour pousser, ou t'avais un bâton. Moi, je parlais pas allemand, puis le coach, il savait pas. Fait que le coach me dit quelque chose, mais j'avais pas compris. Je voulais pas un cône, je voulais avoir le bâton. Fait que j'ai pris le bâton, j'ai embarqué sur la glace, il a commencé à me crier après un peu. J'ai commencé à pleurer, mon père il sprint en bas, il a dit « Hey, non, attends, il parle pas allemand. Il va falloir qu'il parle en anglais. » Je me souviens comme si c'était hier. Là, je veux plus jouer. J'ai fini. Ils font peur, les Allemands. C'est ça, je veux plus venir ici. Fait que, ça, c'est un des souvenirs que j'ai, mais j'étais quand même jeune, mais je me souviens de Noël, Halloween, des choses comme ça, mais je suis un peu jeune. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire plus tard dans ta carrière, de vivre ça, ce que ton père a vécu, l'Europe? Ouais. Tu peux jamais trop planifier des choses comme ça. Peut-être genre la famille, peut-être genre des enfants, des choses comme ça. Tu sais pas. Ta vie, elle change à ce point-là, mais quand j'étais jeune, quand je jouais à NHL, je jouais avec des équipes européennes parce que mon père joue en Allemagne. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui serait vraiment le fun. Si j'ai l'opportunité de le faire, c'est sûr que j'aimerais le faire. Hey, Pierre-Luc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On va te laisser de profiter du Québec un petit peu, puis bonne chance demain. Merci beaucoup. Quelle jeune personne mature, hein? C'est fou à cet âge-là, être mis dans une situation comme ça, jouer avec national, et tu vois que c'est un athlète extraordinaire. Est-ce que ça paraît que j'ai le même entraîneur physique que lui? Moi, c'est Marc Lambert, c'est la grande. Parce qu'il est bâti pas mal. Hein, il est pas pire, il est costaud. Quand il est rentré dans la pièce, c'était impressionnant. Mais c'est pas tout. On a une section qui est à la télévision, mais il y a un autre segment qui est exclusif à la balado. Allez downloader ça, c'est très intéressant. On a continué de parler, puis on est sorti un peu des sentiers battus. Au retour, on revient sur nos paris de la semaine dernière, et là, il y en a un ou deux qui a pris les devants, enfin. Et on répond aux questions. Oh oui. Restez là.
On est de retour à Max et Bruno et à la surprise de tout le monde, c'est Maxime qui a pris les devants. C'est 6-5. Oui. Maxime, tu as réussi à marquer 2 points la semaine dernière. Félicitations. Tu avais choisi le Canadien contre les Kings. Bravo. Et tu avais dit que Pilling allait passer la semaine là. Tu avais raison. Je connais ça. J'avais choisi les Bruins de Boston. Oui. Non, pardon, j'avais choisi le Canadien contre les Bruins. J'ai eu raison. Mais j'avais choisi l'Arizona contre le Wild du Minnesota. J'ai eu tort là-dessus. J'ai dû dire non parce que tu avais le premier choix. J'ai dû dire non à Ryan Poehling qui passe la semaine à Montréal. Alors, tu as pris les devants. Chapeau. Bravo. Mais là, je me reprends cette semaine. Cette semaine, nos paris, justement, oui. On a toujours un match des Canadiens qu'on doit choisir le vainqueur. Et cette semaine, tu choisis? J'ai pris les Capitals. Le Canadien s'en va à Washington un vendredi et les Capitals sont juste en feu présentement et surtout à la maison, ils dominent. Donc, malheureusement, j'ai pris les Caps. Le Canadien de Montréal gagnera ce soir contre les Blue Jackets de Columbus. C'est mon choix. On avait une question. Sur le Canadien, on avait une question. Est-ce que le Canadien sera toujours dans une position en série à la fin de la semaine? J'ai répondu oui. J'avais le premier choix, on doit dire. Donc, par défaut, Maxime prend le nom, mais j'ai pris oui. C'est tellement serré, hein? C'est très. On 2, 3, 4 équipes entre 20 et 21 points. Ça sera pas facile, mais t'as pas tort, j'aurais peut-être dit oui aussi à cause du calendrier de cette semaine du Canadien de Montréal. Et notre dernier pari cette semaine, on a le droit de choisir une équipe, un match pendant la semaine de la Ligue nationale, peu importe l'équipe. Et Bruno, tu as choisi, tu as le premier choix encore? J'ai pris Las Vegas qui seront à la maison contre les Hawks de Chicago qui ont une saison en dents de scie. Oui, il faut mentionner que la semaine passée, malgré tous les choix qu'on a, les deux, on n'a pas eu la bonne réponse. Donc, moi, je vais avec les Coyotes de l'Arizona contre les Kings de Los Angeles lundi prochain. Donc, je crois que je vais faire un autre point et garder la tête. On verra. Mais là, on a des petites questions à répondre avant la fin de cette émission. Il y a Xavier Dion qui demande qui est le meilleur espoir chez le Canadien. Xavier, selon moi, c'est Caden Primo. La façon qu'il joue dans la Ligue américaine présentement, très stable. Et il est tellement affamé. Et quand tu peux avoir un gardien, un potentiel chez un gardien comme ça, selon moi, c'est le grand espoir du Canadien. J'ai bien hâte de voir, c'est une situation particulière avec Carey Price ici. Mais néanmoins, c'est un nom qui fait jaser à travers la Ligue. Admettons, cette année, là, Carey Price se blesse. Tu montes Caden Primo et tu le fais jouer? Non, Charlie Lindgren. Ça serait Charlie Lindgren qui viendrait à Montréal parce que pour un jeune gardien comme ça, tu veux le faire jouer le plus possible et qu'il prenne le filet numéro 1 dans la Ligue américaine. Selon moi, c'est la meilleure façon de se développer. Il ne donne pas l'expérience? Pas tout de suite. Il va te jouer un match cette année? Non, pas cette année. Wow! Est-ce qu'on peut faire un side bet? Oui, on peut arranger ça. OK, moi, je te dis qu'Aiden Primo va jouer un match peut-être le même qu'Alex Belzile. On revient là-dessus. Moi, pour répondre à la question de Xavier, je crois qu'on oublie souvent que Jesperi Kotkaniemi a seulement 19 ans. Oui, il a joué l'an passé, mais je le considère encore comme un espoir. On croit, parce qu'il a joué l'an passé, qu'il est peut-être plus vieux que Poehling et Suzuki, mais il ne faut pas oublier, présentement, il est blessé. Il a peut-être eu un début de saison en dents de scie, mais je crois en lui. J'aime sa grandeur. J'aime qu'il comprend bien le jeu. Il pourrait peut-être devenir, dans une équipe gagnante, un joueur de troisième centre. Ça peut être sa chaise pour lui, lancer. J'aime sa présence. Donc, pour moi, le plus beau potentiel de développement avec le Canadien de Montréal serait Jesperi Kotkaniemi. Il a tous les atouts. Il a plusieurs atouts. Il a connu une excellente saison l'année dernière. Ça arrive des creux. Ça arrive des creux. De sortir de ça, c'est une façon, ça fait partie d'un jeune pour continuer à se développer, de devenir un professionnel. Il vit une blessure présentement. C'est sûr que c'est frustrant. Tu le sais, tu l'as vécu, je l'ai vécu. Quand tu es en dehors de l'équipe, puis tu n'as pas la chance de jouer, tu fais beaucoup de mental, tu commences à avoir un petit peu grugé le noir, tu as un peu de frustration, tu as hâte de revenir au jeu. C'est pas évident à négocier pour un jeune, mais ça fait partie de son développement. Moi, je me demande présentement, est-ce qu'il ressent la pression? Est-ce qu'il est encore blessé? Est-ce qu'il pourrait jouer ce soir? On le sait toujours pas, mais on va voir son développement. Moi, j'y crois encore. Je l'aime beaucoup comme joueur. Donc, la semaine prochaine, le 19 novembre, mardi, encore à 4h. Et n'oubliez pas, allez en balado, voir l'entrevue avec Pierre-Luc Dubois. Merci beaucoup. C'était génial.